Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger. Donc, si vous avez des questions, vous précisez à qui s'adresse votre question, si vous voulez, donc vous vous présentez. Alors, monsieur, oui? Je dirais, de définition à propos du consentement, qui est une difficulté énorme à la fois pour le viol ou pour l'inceste, où c'est la parole contre la parole. On ne peut pas demander effectivement de prouver à un enfant qu'il n'y a pas eu consentement. Donc il suffirait, me semble-t-il, mais je vous soumets à votre sagacité, c'est tout au moins concernant des enfants de moins de 15 ans, qui ne disposeraient pas de la faculté de discernement. C'est ça que devrait dire la loi. Qui ne disposent pas de la faculté de discernement ne peuvent, sauf preuve contraire, donner leur consentement à un acte sexuel fait par un adulte. Le point délicat, si vous voulez, c'est la fratrie peut-être. Quand il s'agit d'enfants entre eux ou de jeunes gens entre eux, c'est autant à mon sens, il est absolument indiscutable quand on a un adulte ou une différence d'âge très significative, plus de 5 ans par exemple, de dire que là, le consentement ne joue pas, quoi, il ne s'applique pas parce que c'est évident que la manipulation joue avant tout. Autant quand il s'agit de cas proches en âge, 1, 2, 3 ans, où c'est beaucoup moins évident quand il s'agit de fratrie ou de cousins ou d'enfants comme ça. Donc c'est là où on avait eu, d'ailleurs, je me rappelle, je faisais référence au travail de la Haute Autorité de Santé, on avait eu ce point aussi en grande discussion pour arriver à définir la famille. Parce que même, je crois, dans le Code civil, c'est pas tellement évident en soi. On s'était référé au texte et on avait eu, au plan légal comme au plan sociologique, une grande difficulté. C'est la question même de l'inceste, de la relativité des valeurs culturelles, hein, que l'on trouve dans une littérature sociologique notamment. C'est pas du tout évident. Et puis la modification, ce qui nous a alerté finalement, c'est la modification de la famille. Hein. Vous avez dit que c'était très variable, que c'est pas le père. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de mes confrères, il faut bien reconnaître que inceste, ça veut dire le père. Voilà, le père avec sa fille, et c'est tout. Et qu'en dehors de là, il ne s'agit plus d'inceste. Hein. Il y a beaucoup de catégories qui restent très naïves comme ça et qui sont très très loin de l'évolution des mœurs et de la société et même de la loi d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est une évolution des mœurs, comme vous le dites, ou est-ce que plutôt ça a toujours existé et c'était bien caché? Vous voulez dire l'inceste? Oui, oui, Ah non, non, l'inceste père-fille. Est-ce que c'est une évolution c'est pas ça que je dis qui est avec une la fratrie? évolution de. Non, non, je pense que non, ce qui est une évolution de la société, c'est la définition de la famille et puis l'élargissement considérable du cercle familial finalement avec des familles recomposées et donc des rencontres plus fréquentes. Un critère quand même qui est assez important, c'est que il me semble, c'est assez consensuel, c'est que les personnes au sein d'un groupe aient une habitude de vie ensemble. Hein, on disait à une époque l'odeur, hein, d'unifamilial. Au fond, je crois que quand quelqu'un s'est occupé d'un enfant réellement, s'est soucié de lui, c'est pas impossible, c'est pas un mur infranchissable, mais c'est un petit peu plus difficile de commettre des horreurs comme ça. On a un petit peu plus d'empathie, au moins. Donc là, on a une évolution qui est terrible à ce point de vue, puisqu'on va avoir des gens qui vont être de passage. Excusez-moi, c'est pas pour être péjoratif sur cette notion de famille-là, mais il est vrai qu'on va avoir des enfants qui vont voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, un monsieur ou une dame, et des enfants de ce côté-là, plus grands parfois très grands, et qu'ils vont les fréquenter, mais qui a aucun lien empathique, aucun lien affectif. Or, c'est ça c'est le canal de la victimation, hein, et c'est le canal aussi de la protection. Si le lien n'est que
symbolique, enfin, ou même purement de cohabitation, je crois qu'il n'y a pas à s'étonner qu'il se passe des choses. Voilà l'évolution. Par contre, je pense que l'inceste, il a bien sûr toujours existé. C'est le problème de la relativité des repères culturels, des repères sociétaux. C'est pas la même chose dans l'Antiquité romaine ou grecque, ou en Mésopotamie ou en Chine. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de la famille? Comment on va définir l'inceste? Bon, je crois qu'il faut être simple. Je crois qu'il faut déjà fonctionner en fonction de la loi française pour nous. Merci. Et, me rebondir sur le problème enfin, sur lequel je vous avais demandé des précisions tout à l'heure, docteur Villa, qui était la dissociation, les conduites d'évitement et toutes ces conséquences consécutives aux violences intrafamiliales subies, et en particulier incestueuses. Avez-vous eu recours aux études menées par les deux médecins californiens, le docteur Robert Anda et Vincent Felitti de San Diego, en Californie? Alors, vous voulez parler de l'état de stress post-traumatique dans le cadre de l'inceste? Non, ça c'est encore plus, c'est plus vieux. Ça, c'est les travaux sur le stress post-traumatique, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, datent de la mise en place de protocoles de soins pour les vétérans du Vietnam. Vous l'avez très bien dit. Précisez votre question. Alors, ma question est de savoir si vous servez pour votre travail des travaux qui ont à peu près une dizaine d'années, du docteur Robert Anda et du docteur Vincent Felitti, ainsi que du docteur Muriel Salmona et du docteur Michel Cros du Val-de-Grâce, celui qui a inventé les cellules psychologiques d'urgence. Ah, vous voulez dire du professeur Kroc? Kroc, oui. J'ai fondé avec lui les cellules d'urgence médico-psychologique. Voilà. J'ai le plaisir de travailler avec Louis Kroc et que je continue puisque je fais partie de son staff d'enseignement à Saint-Antoine notamment, et on a fait pas mal de choses ensemble, y compris à l'étranger, dans ce cadre-là en Afrique, au Liban, enfin dans pas mal de cas. Personnellement, je ne suis pas dans un référentiel neurobiologique, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir des approches variées. Et je pense que la vérité n'est pas que d'un seul côté. Et c'est un peu ce qui a nui, je crois, aux victimes de vouloir thésauriser la vérité. Alors, merci pour vos encouragements. Pour vous répondre, AIVI est en contact via le docteur Bonnet avec le professeur Felitti et Anda, parce que nous avons depuis très longtemps, enfin plusieurs années déjà, l'ambition de faire venir ces professeurs en France. Nous avons d'ailleurs écrit à Madame Touraine pour qu'elle s'engage dans des recherches comme celle-là, qui, je vais résumer en 2 secondes. Felitti et Anda étaient des médecins qui traitaient des obèses morbides en Californie, et qui, voyant qu'ils n'obtenaient pas forcément les résultats qu'ils voulaient, ont commencé à écouter un peu leurs patients par rapport à leur histoire d'enfance. Et là, ils se sont aperçus qu'effectivement, ces patients avaient vécu des maltraitances. Donc, ils ont lancé une grande recherche qui a été faite auprès de 17 000 patients. 17 000 à ma connaissance, mais bon, sur des critères, 200 critères d'évaluation, donc quelque chose de très approfondi. Recherche qui maintenant est déployée dans plusieurs pays dans le monde, qui a été reprise par l'OMS, et qui nous ferait gagner beaucoup de temps, parce que la France a perdu beaucoup de temps avec ses frauderies, excusez-moi, sa psychanalyse, qui nous... vous avez cité Freud, mais
on a malheureusement, scientifiquement, on a besoin de socles scientifiques pour avancer. Et cette étude nous ferait gagner beaucoup de temps pour connaître les conséquences des maltraitances infantiles qui, comme l'ont démontré Felitti et Anda, ont des conséquences très très graves, c'est-à-dire cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, et même, le disent-ils, la mort 50 ans après les faits. Donc, nous ne pouvons plus nous passer de ce socle scientifique. Nous ne pouvons plus continuer à soigner les patients sans avoir les outils pour, et former nos psys, former nos médecins, qu'ils sachent que peut-être on est alcoolique dans 40% des cas parce que on a été victime dans l'enfance, toxico, 12% des victimes se sont prostituées, 52% d'entre elles ont fait une tentative de suicide, que en fait ces crimes commis sur les enfants ont un impact énorme sur notre société. Les Américains ont évalué que ça leur coûtait 124 milliards de dollars par an, le non-traitement, la non-prise en charge de la maltraitance. Alors, eux, ils rigolent pas quand ils évaluent les choses. Nous, on se contente d'évaluer le trou de la Sécu et on ne fait pas de prévention, on ne réfléchit pas à nos problématiques sociétales. Voilà, je m'énerve quand je parle de ça à chaque fois, mais bon. Et pourquoi une telle étude n'est pas menée en France? Pourquoi? Eh bien, parce que malheureusement, dans nos sphères, et là je ne parle pas du docteur Villa et de certains médecins avec qui nous collaborons et qui ont une conscience de la problématique, mais malheureusement, et les victimes qui sont là pourront en témoigner, on n'a pas de recherche du tout en France. On ne sait même pas combien il y a de victimes. C'est AVIVI qui a fait un sondage qui a déterminé qu'il y en avait 2 millions. Et ce n'est pas notre rôle à la base. On ne fait pas de recherche. Donc, si on ne fait pas de recherche, comment on va former nos professionnels? Un médecin qui fait 7 ans d'études, un psychiatre qui en fait 12 ans, il n'a pas une heure consacrée à ce sujet. Même les psychologues n'en ont pas. C'est vraiment l'âge de pierre. Après, si on ne forme pas nos professionnels, comment on va soigner les victimes? Et bien, en fait, le problème que l'on a à la fin, c'est qu'on a des troubles d'un côté et des conséquences, et de l'autre côté, on a des professionnels qui n'identifient pas le lien entre le trouble et la conséquence. Donc, on va soigner des alcooliques, des toxicomanes, on va aider des SDF, mais on va ne jamais chercher d'où vient la problématique. Et moi, je l'ai entendu dans des groupes de parole auprès de victimes qui m'ont dit « J'ai fait des cures de désintox X fois, on ne m'a jamais demandé pourquoi j'en étais arrivée là. » Donc, c'est une remise en question complète de notre système parce qu'on a été envahi par la psychanalyse et les théories freudiennes. On est l'un des derniers pays au monde qui fonctionne encore avec ça, avec une intelligentsia freudienne qui arrive quand même à faire supprimer un rapport de l'INSERM du site du ministère de la Santé parce qu'il n'est pas en sa faveur, qui est dans le milieu de l'édition, qui est dans le milieu de la recherche, qui est dans le milieu hospitalier, qui est partout et qui nous empêche d'avancer. Alors, nous, on n'attaque pas directement, AIVI n'attaque pas directement les psychanalystes, on se contente de les éviter. Un peu pratique, est-ce qu'on peut imaginer que les utilisations des nouvelles technologies et la circulation d'images pornographiques tellement faciles soient une incitation à créer des fournisseurs, puisque ces images sont échangées, soient vendues? J'ai même appris qu'il y avait des sites quasiment familiaux où des couples mettaient en scène leurs enfants, sachant qu'à un moment, il y avait 400 000 sites pédopornographiques dans le monde où il y a des vrais enfants qui sont mis en scène. Est-ce qu'on peut imaginer que ça crée une accélération, et peut-être dans les fratries aussi, puisque les jeunes enfants regardent des films porno, enfin, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez des éléments sur ce? Souvent,
on trouve cette question souvent posée même par les magistrats actuellement, hein, sur qu'est-ce qui peut être comme facteur inducteur chez un auteur, notamment un jeune, et les images porno de tout type sont au premier chef. Il est clair que certains jeux vidéo sont particulièrement provocateurs. La facilité d'accès, contrôle parental ou pas, sur les systèmes. La brigade de protection des mineurs a une brigade spéciale pour suivre tant bien que mal les progrès de ce fléau, je dirais. Hein, parce que c'est évident que l'incitation est claire et nette. Et bien sûr, je crois que maintenant, c'est un fait, quoi. C'est-à-dire on vit, on baigne dans quelque chose qui est d'un accès redoutablement facile, qui est extrêmement percutant, extrêmement délétère. Il y a une difficulté pour les familles, les parents de filtrer, de donner un sens à ces contenus, quand pour autant ils sont dépassés souvent où ils veulent pas trop y voir de trop près, ils sont gênés comme pouvaient l'être nos parents à une autre génération pour aborder des questions déjà plus simples de sexualité. Donc oui, votre question a une évidence. Hein, on est face à on est dans la même chose. Il faudrait ajouter à ce que vous dites les agressions par voie des outils informatiques. Hein, quand un jeune va s'exhiber ou va commettre plus ou moins innocemment, va se compromettre, je veux dire, plus ou moins innocemment ou pas face à un camarade, et puis après ils vont se fâcher et puis ils vont trouver les photos exhibées. Ce que j'ai voulu tout à l'heure y faire référence quand j'ai cité cette jeune fille qui s'est confiée à une camarade et qui se retrouve après parce qu'ils se sont un peu brouillés par la suite. Elle s'est retrouvée face à un déballage de sa vie privée et voilà, elle a vu sur les SMS, sur les mails, sur des choses comme ça, qu'un tel, une telle est une dégénérée ou l'équivalent parce qu'elle fait des choses avec son frère. Donc on a un monde qui est très compliqué. Prendre une dernière question parce qu'on doit rendre la salle à 19h45. Bonsoir. Oui. Non, je suis. Excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà, j'ai une question rapide, hein. que j'adresse, très rapidement au docteur et de même qu'à Maître Brault. Très rapidement sur l'impact dans le temps d'un inceste, parce que très rapidement, je suis donc une victime d'inceste. Et les faits me sont brutalement remontés à ma conscience en 2009. J'ai donc été victime de viol à plusieurs reprises sur une journée quand j'avais 5 ans. Et très rapidement, je ne m'étale pas, j'ai déposé plainte. La justice m'a opposé la prescription. Et maintenant, je suis devant la Cour de cassation le 6 novembre parce qu'on veut demander à la Cour de cassation d'établir l'égalité du droit des victimes, c'est-à-dire d'appliquer la jurisprudence de l'abus de bien social sur nous, c'est-à-dire que la victime puisse déposer plainte au moment où elle a conscience de ce qui lui est arrivé. Donc je voulais juste, je ne m'étale pas sur mon cas, mais je voulais juste que le docteur nous parle, parce que moi j'ai été diagnostiquée en état de stress post-traumatique à cause de la reviviscence des souvenirs en 2009. Donc je voulais que le docteur éventuellement nous parle de l'impact dans le temps de telles atrocités et que Maître Brault nous dise où on en est au niveau judiciaire sur cette notion de prescription. L'impact dans le temps, ça peut engager toute une vie, hein, tout simplement. Je veux dire, ça peut fluctuer dans le temps. Il peut y avoir des phases de réchauffement, des phases où les choses sont un peu moins marquées. L'impact, il est à plusieurs niveaux. Donc on peut aller mieux sur le plan psychopathologique ou sur le plan de troubles. On peut aller plus mal sur le plan de l'adaptation. On peut aller plus mal sur le plan des relations. On peut aller plus mal dans le plan de ses investissements. Je crois c'est très difficile. Souvent, on a une vue un peu simpliste, surtout du point de vue médical, où on va voir les choses que d'un point de vue clinique.
Et donc, il y a des troubles où il n'y a pas de troubles. Les troubles atteignent la significativité, les critères ou pas. Et à partir de là, il y a ou pas. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes. On peut aller mal de différentes façons. On peut aller mal à plusieurs niveaux. Et dans le temps, d'autre part, l'évolution est fluctuante. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. En tout cas, ce n'est pas une continuité. C'est plutôt une courbe fluctuante. Depuis aller bien sur le plan clinique, par exemple, jusqu'à pouvoir, quelques années plus tard, aller très mal, s'effondrer à l'occasion d'une rencontre fatidique, on va dire, ou d'une réactivation. Il est bien classique, par exemple, au moment où on fonde sa famille, par exemple, où on a des enfants, où des choses se réactivent tant au plan biologique dans notre corps, que surtout pour les femmes, qu'au plan psychologique. Hein. On dit classiquement que l'évolution de l'être humain, il se poursuit, il reprend au moment où on fait des enfants. Donc il y a un stand-by biologique. Donc voilà, je crois que c'est important que vous puissiez. La prescription aujourd'hui, elle court pour les mineurs à compter de leur majorité, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer plainte soit jusqu'à 28 ans, soit jusqu'à 38 ans, en fonction de la qualification des faits. Je vois bien de quoi vous voulez parler avec l'abus de biens sociaux. Vous nous tiendrez informés du résultat de la Cour de cassation. Hein, voilà, mais... Bonsoir. Donc après toute la description des symptômes post-traumatiques que vous avez décrits, docteur, je me demandais comment des médecins tel le docteur Ruffo ou tel le docteur Mimoun pouvaient, à la télévision, alors qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des citoyens, ce sont des personnages publics, pouvaient dire impunément que les enfants abusés allaient bien, pour le docteur Ruffo, donc l'émission de décembre 2012, et pour le docteur Mimoun, il y a quelques jours, qu'une sexualité pouvait être positive à partir de 8 ans. Donc, comment est-ce possible? Est-ce qu'ils peuvent être inquiétés? Est-ce que l'ordre des médecins fait quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent être inquiétés juridiquement? Visiblement, non. Voilà. Je ne puis que vous répondre que, pour moi, à 8 ans, si on a été violé, on ne va pas bien, hein, ça c'est clair. Et qu'on ne peut pas aller contre une évidence qui s'impose dans les chiffres, les données que l'on a actuellement, et puis surtout cliniquement, quand on reçoit des victimes, que ce soit les juristes qui les voient et qui voient sans grande difficulté qu'ils vont mal et qui sont en grande difficulté, les associations également, et nous, bien sûr. Bien, je suis désolée, on doit rendre la salle maintenant. Je vous remercie à tous d'être venus à ce rendez-vous. Nous en aurons d'autres. Merci et nous comptons sur vous, sur votre soutien pour faire passer cette loi. Vous pouvez aussi adhérer, il y a des bulletins à la sortie. On n'a pas de subvention, donc donnez, adhérez. On a besoin de vous. Merci.